Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je voulais simplement vous rappeler que la campagne Ulule pour la forêt aux fleurs d'argent se termine ce dimanche. Donc si vous avez envie de nous aider à concrétiser ce merveilleux projet de Cozy Fantasy, autant pour les adultes que pour les enfants, c'est-à-dire que ça peut être en lecture du soir, lecture tout seul à partir de 6-7 ans jusqu'à l'âge adulte. On en vend beaucoup aux adultes qui ont adoré. N'hésitez pas à nous soutenir pour élaborer cet album donc totalement fabriqué en France et non distribué sur Amazon. Cette fois-ci, nous travaillons avec un illustrateur différent, donc c'est toujours H. Pandal à l'écriture. Nous travaillons avec Yaril qui a un style merveilleux et on est sur un album avec plus de 10 illustrations, dont des illustrations en double page. Cette fois-ci, on aborde l'automne mais aussi le printemps. L'automne, nous suivons un petit écureuil qui est jardinier et qui va faire la rencontre fortuite d'un animal qui risque de bouleverser sa vie. Et ensuite, vous suivez une jeune Hermine pleine de grâce et de beauté. C'est un très bel album qui se veut aussi avec des belles morales bien écrites dans un beau style et qui saura, j'espère, vous convaincre tout autant que le premier. Je vous mets le petit lien de la campagne Ulule en barre d'infos. Au mois d'avril, on sera le premier week-end à Imagine un livre, seule dédicace dans le sud de la France, donc à Portée-sur-Garonne, c'est vraiment dans la banlieue de Toulouse, accessible en transport en commun. Et nous serons à Westurland, donc le week-end de Pâques, donc les samedis et dimanches. Et on a hâte de vous y retrouver et on commence. Alors, on commence, ça va être un update lecture très jaune. J'ai des couvertures jaunes qui tapent dans l'œil. Voilà, je vais commencer par la lecture qui m'a un petit peu déçue, je dois le dire. Je savais pas trop comment l'aborder parce que c'est un texte qu'on a vu partout, mais quand je vous dis partout et tout le monde me l'encensait sur oh qu'est-ce que c'est bien écrit, c'est profond et tout, et plus je lisais, c'était soit c'est moi qui est profondément bête, soit je trouve que le texte en fait est hyper simpliste. J'ai vraiment été déçue pour ça. Alors que je suis pas contre les contes philosophiques à la base, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Vraiment, je suis un peu tombée des nues. Alors vous suivez un jeune berger. Donc on suit un peu son parcours initiatique et philosophique, voilà, parce que dans lui, tout ce qu'il a envie, c'est de découvrir les pyramides. Et c'est vrai que la philosophie, c'était pas hyper abouti, j'ai trouvé ça très consensuel sur les principes de l'amour, très plan-plan, voilà, et surtout, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, voilà, j'ai trouvé ça vraiment, c'était pas du bon sens, mais j'étais en mode, bon, d'accord. Parce que moi, je l'ai quand même lu des chroniques comme quoi c'était hyper profond, que ça a soulevé des questions. Et j'étais en mode. Ouais, c'est peut-être moi qui passe à côté. C'est alors un conte philosophique, c'est-à-dire que c'est écrit, c'est comme Candide, c'est écrit très simplement. Le personnage principal est niais, donc c'est un peu lourd à lire. Et par contre, aussi, j'étais très surprise sur le style, parce que pour moi, L'Alchimiste, Paulo Coelho, c'était quand même un auteur qui, vu le succès, avait une plume, un style littéraire qui était quand même important, tu vois. Et je peux te dire que j'avais l'impression de lire un livre pour les enfants. Vraiment, c'est très très simplement écrit. Vraiment, vraiment, j'étais en mode... des fois, même mon cerveau, il était en mode... j'avais envie de corriger les phrases, tu vois. Et surtout, je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'il a plu, parce que ce texte est hyper accessible. Mais vraiment, tu n'as jamais lu un livre de ta vie, tu lis L'Alchimiste, t'as l'impression de découvrir des choses. Et c'est pour ça que je pense que ce bouquin n'est pas forcément mauvais, mais simplement je ne suis absolument pas la cible pour le coup. Et je pense que ça a autant plu, parce qu'il a voyagé chez toutes les stars du monde, hein, les présidents, machin. Je pense pas que ce soit forcément des très grands lecteurs ou qui sont habitués à l'acte de lire. Et donc c'est accessible, et c'est ce qui plaît, c'est pas difficile à lire, ça se lit bien. Mais c'est vrai que je suis pas convaincue plus que ça. Je dirais même que c'est une déception en soi. Et que quand j'ai refermé le bouquin, j'étais en mode... j'ai rien retiré de particulier. Et même, tu vois, alors, les questions sur l'amour et tout, j'ai trouvé ça gnangnan. J'étais en mode... vraiment, je me sentais en décalage par rapport à la réception du livre et ma lecture. Ça m'arrive parfois, mais là, que ça soit aussi violent, c'est rare. Alors bien sûr, si vous aimez... la philosophie, c'est un classique, voilà, ça fait lire les jeunes, notamment si vous voulez, par exemple, acheter un livre à quelqu'un qui ne le lit pas, vous pouvez lui acheter celui-ci. C'est un beau cadeau parce que, en sens que c'est très facile à lire, accessible, il y a des thèmes universels et que c'est vraiment pas difficile de suivre l'histoire. Alors déjà, c'est un livre très court,
mais l'histoire, elle tient en 3 lignes, hein. Donc voilà, sur la narration principale de ce qui se passe. Le truc qui m'a plu, c'est le voyage. Pour le coup, on voyage un petit peu, c'est ce côté un peu dans le désert. Moi, j'adore les pyramides aussi, donc je me suis un petit peu identifiée. C'est bien la destination, mais je préfère quand même le voyage derrière la destination, et c'est vrai que le voyage était pas fou, quoi. Donc, malheureusement pour moi, c'est pas une réussite. Contrairement à ce texte du chant des géants qui m'a un peu perturbée parce que je peux vous dire que la lecture des 100... À la moitié du livre, j'étais en train de lire le livre et je dis putain, David Brie, alors David Brie, je l'entends encensé partout en fantasy, j'étais en mode j'aime pas du tout. Vraiment, je trouve ça simpliste, j'ai l'impression d'avoir lu cette histoire 15 fois. Et ça change au fur et à mesure du texte où on a une fin où je suis en mode ok, je comprends pourquoi ce texte a plu. Alors, Le Chant des Géants, j'ai vu des très bonnes chroniques et des très mauvaises chroniques, hein. C'est un texte qui est assez mitigé son lectorat, j'ai l'impression. On est sur un univers, donc, où il y a des géants. C'est sur l'île de Westan, donc vous avez Bale qui est donc un peu le géant des rêves et de la musique, la mort aussi. Les Borcham qui est la mère du brouillard, des collines et des plaines, et le puissant Fraek qui est celui des songes, de la gloire et des batailles. Et en fait, on a un personnage qui te raconte l'histoire un peu de façon épique, un peu celle que tu racontes au bord du feu, voilà, pour prolonger une légende, une histoire. Au début, c'est un texte qui est assez simpliste parce que c'est énième histoire de guerre de royaume avec donc le roi qui décède, le fils aîné qui prend la place, on suit aussi le cadet. Le cadet était tombé amoureux d'une femme, mais l'aîné décide de se marier à cette femme-ci pour des questions politiques. Et voilà, ça va créer des dissensions. J'ai l'impression qu'on a lu ça des centaines de fois, et le récit va prendre déjà pour parti pris de dire que les géants vont avoir un rôle à faire dans cette histoire-ci, et qu'il y a un artefact qui va avoir une grande valeur sur le monde et la manipulation de certaines personnes. Et donc, il y a ce côté mystérieux, mystique, qui est assez chouette, avec, faut dire ce qui est une vraie ambiance qui me rappelle un peu l'ambiance celte, et des légendes, voilà, des créatures qu'on voit assez peu fréquemment représentées. Ça, c'est un des points forts du récit. Et on est face à des batailles de coq pour cette femme, et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, les personnages sont assez clichés, j'aime pas trop. Voir personnage, en fait, caricatural du personnage féminin écrit par un homme, tu vois, je suis une femme merveilleusement belle, mais je suis hyper indépendante et je me bats, et voilà, donc j'étais en mode, bon, on relie un type de perso. Et il y a quelque chose qui se passe à peu près au milieu du texte, où on a un renversement et une fin qui est vraiment très très bien. La fin est vraiment très très bonne. Où il y a des vrais partis pris, où on ne lésine pas à tuer les personnages, on ne lésine pas avec les trahisons, et on aborde des questions qui sont hyper tristes à l'époque, donc le fait du mariage forcé, de l'amour, c'est un texte qui parle beaucoup de ça, de la trahison, de la loyauté filiale, et des familles qui se déchirent, voilà. Et tout ce rapport aux sortes de dieux, du moins aux géants, ce rapport au mythe. Et c'est vrai que ce texte est assez riche là-dessus, et je veux pas vous en dire plus, parce que je veux pas vous spoiler la fin, mais il y a des très très belles scènes épiques, il y a des très très belles scènes touchantes. Voilà, moi c'est un texte en fait qui m'a saisie en fait au milieu, parce que j'ai été capturée par le sentiment. Voilà, c'est l'émotion qui m'a prise à la fin. Et la fin est vraiment très très bien, surprenante, il y a des rebondissements. Il y a des scènes en fait où le chant des géants, j'avais l'impression parfois que c'était young adulte, et en fait ça bascule dans des horreurs très vite, du genre il y a des moments j'étais en mode what the fuck, c'est très violent, mais il y a tout ce rapport au raconté, à la légende, au mystique, et en quoi, parce que les géants, il y a tout un truc où c'est nécessaire pour eux d'avoir des légendes pour survivre et tout. C'est hyper intéressant d'avoir cette double lecture là-dedans, et les personnages se creusent de plus en plus, et au-delà du cliché, vont vraiment prendre une teneur assez importante. Et je vous dis, préparez les mouchoirs, hein, parce que c'est pas un récit qui est très joyeux, je peux vous le dire. Et c'est vrai que, voilà, on parle du pouvoir, de ce que ça peut avoir comme implication sur les gens. Et la langue, alors moi c'est ce que j'aime, c'est cette langue du conteur. Donc si vous aimez les langues du conteur, c'est assez chouette à découvrir, et je vous le conseille vraiment parce que c'est un bon texte. Il faudrait que je lise d'autres choses de David Brie, voilà, parce qu'il a quelques titres très connus. Moi j'avais lu un texte jeunesse de lui, un premier tome d'une série qui était vraiment très chouette, que j'avais beaucoup aimé, donc je pense que je me laisserai tenter par d'autres choses. Et
enfin, ce texte-ci, je risque d'en parler un petit moment parce que c'est un texte qui me concerne d'une certaine manière, c'est qu'il parle de mon métier. Donc forcément, c'est un texte qui m'intéressait parce que c'est au cœur de... Ça parle du milieu éditorial, voilà, du milieu du livre. Donc c'était hyper intéressant. C'est un texte que je voulais absolument lire et je me suis donc pris Yellowface. Alors je ne l'ai pas acheté en français parce que vous savez que je boycotte l'éditeur français. Et donc c'est de notre cher R.F. Kuang. Donc j'ai quasiment... Je crois que j'ai tout lu d'elle de sortie pour l'instant. Il y a une nouvelle sortie qui est prévue, mais ma petite R.F. Kuang, moi j'adore. Voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup, et c'est une autrice qui est, il me semble, américano-chinoise, si je ne dis pas de bêtises. Du moins, elle a étudié le chinois à Cambridge, elle a étudié les langues de l'Asie de l'Est à Yale. Elle est un peu spécialisée dans tout ce qui est littérature américaine et asiatique. Et c'est une autrice où ça va avoir son importance, c'est pour ça que je vous le dis, parce qu'elle est toujours très engagée sur beaucoup de questions qui sont liées au racisme et tout. Et dans ce texte-ci, nous allons parler de l'appropriation culturelle notamment. Alors, Yellowface, déjà très chouette couverture éditoriale, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Vous êtes sur un texte contemporain. Alors, c'est vrai qu'on était plus habitué à la fantasy ou au fantastique avec R.F. Kuang. Là, vous êtes sur un contemporain qui se passe de nos jours, où vous suivez June. June, c'est la majorité des écrivains que je croise dans le salon, c'est-à-dire une jeune femme qui a étudié la littérature, qui rêve d'être écrivaine depuis très très longtemps, qui a réussi à publier, mais ça s'est très mal passé, et du moins ça a été un flop, voilà, pour le coup. Du moins, elle n'en vit pas, elle n'a pas connu le succès. Et sa plus grande déception dans la vie, du moins son truc qui n'arrange pas les choses, c'est qu'elle est amie, c'est un grand mot, mais elle côtoie une femme qui est une autrice. Elles ont fait leurs études ensemble. C'est une femme avec un caractère très particulier. Et elles sont amies entre grands guillemets. Voilà, on a l'impression qu'il y en a une qui est beaucoup plus amie que l'autre. Et cette femme a écrit des livres et a connu un succès, mais un succès énorme. Et je pense que R.F. Kuang parle peut-être aussi d'elle d'une certaine manière, parce que, faut dire ce qui est, R.F. Kuang est une autrice assez jeune. Je pense que R.F. Kuang est même... Je suis pas sûre qu'elle ait 30 ans maintenant, du moins elle fait très jeune pour le coup, et elle a écrit que des bangers, quoi, qui ont été des gros succès. Voilà, on est sur des textes qui sont en tête de gondole et tout, et la femme, donc en question, va décéder lors d'une soirée où elle était avec June. Elle s'est étouffée et June va voler son dernier manuscrit. Elles en avaient parlé pour le faire publier en son nom. Mais c'est pas vraiment son nom. C'est-à-dire que ce texte-là, vous allez dire, oh, c'est une meuf qui vole le manuscrit de quelqu'un qui, voilà, s'approprie son travail. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est une vraie force. Moi, j'ai adoré ce récit-ci. C'est que ce texte est énormément dans les nuances et dans la complexité. C'est que cette autrice, elle va se faire passer pour une autrice américano-chinoise, dans le sens que le texte qu'elle a volé est un texte qui parle des Chinois. Et donc le texte est un succès mondial, jusqu'au jour où elle reçoit des mails ou des messages pour la menacer, parce que chacun sait qui elle est vraiment. Alors c'est un texte, j'ai vraiment envie de vous en parler, donc il y a peut-être des moments où je vais... Comment dire ? Je vais essayer de tourner les choses pour pas spoiler, mais ça va être compliqué. C'est un texte que j'ai trouvé exceptionnel sur le monde du livre. Alors, ça parle du monde du livre plutôt anglophone et américain, parce qu'en France, on a un système éditorial assez différent, et surtout, on n'a pas forcément les mêmes soucis, on va dire, ou du moins, tout ce qui est appropriation culturelle et tout, ce sont des débats qui reviennent. C'est pas aussi problématique que ça l'est en Angleterre et aux États-Unis. C'est un texte qui parle superbement du milieu de l'édition. C'est-à-dire que tout le monde en prend pour son grade. C'est un texte donc, qui parle d'un auteur frustré, qui va faire des choses abominables, mais qui va aussi parler donc, des difficultés du métier. Et en fait, June, c'est un personnage que tu détestes et en même temps, tu as de la pitié pour elle. C'est un personnage que tu peux peut-être comprendre aussi parfois. Et le personnage qu'elle vole, qui était érigé comme une star, on était quand même sur le fait qu'elle devait avoir des adaptations Netflix de ses romans,
a aussi des comportements qui peuvent être jugés quand même comme blâmables, notamment, et moi je le vois en salon, de prendre un peu la grosse tête, voilà, avec des auteurs qui parlent très mal à des plus petits auteurs, voilà. Faut dire ce qui est, vous avez, et c'est un truc que vous voyez souvent sur les trends, hein, vous avez des auteurs par exemple autopubliés qui, dès lors décrochent un contrat avec un éditeur, vont extrêmement mal parler avec les gens avec qui ils étaient amis depuis des années, tu vois. Donc on a un peu ce concept-là, donc c'est un texte qui peut faire très mal à beaucoup de gens dans leur métier. Et notamment, ça ne lésine pas sur le boulot de éditeur qui est grandement critiqué. Et en même temps, pour ceux qui ont lu la fin, vous comprenez ce qui se passe, c'est aussi une réalité, voilà, du pourquoi, du comment, du fait que le milieu éditorial est un petit monde et que c'est pas vraiment facile de rester, d'exister et de travailler avec des auteurs avec énormément de succès. C'est-à-dire que les éditeurs sont souvent dressés comme des portraits de personnes malveillantes, mais il en reste que le texte montre aussi l'autre côté du versant. Et du fait que c'est une industrie. Et donc, le livre est un produit. Et donc, voilà, on parle de beaucoup de choses. Mais ça n'empêche pas de parler des journalistes. Et surtout, et là, je vais accentuer aussi, c'est un livre qui parle des lecteurs et du fait de retourner sa veste. Voilà. Et c'est un livre qui va parler des problématiques et des réseaux sociaux. Et c'est un livre que j'ai adoré pour ça, parce que être auteur aujourd'hui n'est pas du tout la même chose d'être auteur avant les réseaux sociaux. Être auteur aujourd'hui est un métier extrêmement difficile, pénible, voire peut provoquer des dépressions. Et ce genre de choses, parce que les gens sont tout bonnement abominables sur les réseaux sociaux. Voilà. Et le texte en parle parce que, donc vous allez vous douter qu'elle va connaître du succès avec sa première publication, et il va y avoir des polémiques qui vont commencer à sortir sur son univers, et donc sur le traitement historique des personnages chinois dans le texte. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper intéressant déjà de parler du concept de problématique avec les influenceurs, de voir que tout le monde s'exprime et que ça peut vraiment créer des situations très compliquées. Voilà, il y a ce truc de boycott et tout, hein, de la culture du cancel, voilà, ça parle de ça aussi dans le milieu éditorial et littéraire. Il y a toute une question très complexe et que je vous laisserai découvrir là-dessus, mais sur les nuances et sur le fait que les gens jugent beaucoup la littérature maintenant avec la couleur de peau des écrivains, et que ça peut être aussi pris à revers à quelques instants, et que les écrivains ne sont pas du tout traités de la même manière maintenant. Il y a une autre lecture qui est faite et qui est hyper intéressante dans le texte et qui questionne beaucoup, voilà, pour le coup. Et j'ai trouvé ça assez formidable aussi que l'autrice parle de ce biais-ci. Et c'est vrai qu'il y a plein de couches dans le roman, on pourrait en parler des heures de Yellowface parce qu'il y a énormément de choses à dire. C'est un texte qui relève quasiment de l'horrifique, dans le sens que c'est un texte qui est très angoissant, parce qu'on est du point de vue de June, et June elle va faire des choses, des choix qui sont moralement extrêmement graves, et donc il va y avoir une ambiance de tension dès qu'il va y avoir du chantage. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment ça va évoluer, et on sait bien que June, à un moment ou à un autre, quelqu'un va parler, parce qu'elle emprunte, personne ne la voit, elle emprunte quand même le fait qu'elle est américano-chinoise, alors qu'elle est blanche comme un cul, et ça va poser des problèmes, tu vois. Il y a aussi la cancel culture, donc là, qui est vraiment très très bien faite. Et c'est un texte qui m'a touchée, parce que le personnage principal m'a touchée, parce qu'il a beau avoir fait des trucs qui sont pas pardonnables, il y a tellement d'auteurs, et c'est aussi le rapport à l'écriture qu'on a, et c'est ça une question qu'on parle beaucoup en salon. Beaucoup d'auteurs qui ne connaissent pas le succès et qui sont dans un tel désespoir qu'ils sont prêts à accepter tout, et notamment à accepter même de voler le travail d'autrui. Voilà. Et c'est le cas, vous le voyez, de gens qui, ça arrive sur les plateformes, volent le travail d'autres personnes et se l'approprient. Et c'est le cas en édition. Vous avez des gens, notamment qui trichent avec de l'IA. Vous avez beaucoup de formes où les gens sont prêts à tout, quitte à marcher sur les autres. Et le monde du livre est un monde très très cruel, parce que les auteurs sont tous prêts à se marcher les uns sur les autres pour être publiés. Je le vois au quotidien. Voilà. Et c'est vrai que c'est un texte qui est bouleversant pour ça, parce que c'est... Le personnage est dans une telle détresse, et en même temps, elle écrit pas pour son plaisir d'écrire, j'ai l'impression qu'elle écrit pour connaître le succès. Et il y a aussi cette question-ci, et en fait de la cruauté de ce métier, c'est-à-dire qu'il y a un gros facteur chance, il y a un gros facteur en marketing, il y a un gros facteur de je suis publié à tel moment, dans telles conditions, et on en parle de telle manière. Et moi, je trouve que ce texte est une
belle illustration. Alors, je ne sais pas si le scandale avec Colleen Hoover avait explosé à l'époque ou pas quand le livre a été sorti, mais on peut remettre quand même le cas Colleen Hoover sur la table, hein, où c'est une autrice qui a été encensée pendant des années et qui maintenant se fait défoncer sur les réseaux sociaux pour plein de choses. Et donc ça parle aussi de ça. C'est vraiment, si vous êtes intéressé par le milieu du livre, je pense que vous l'êtes puisque vous êtes lecteur, c'est vraiment très pertinent. En plus, vous allez apprendre pas mal de choses sur comment sont promus les textes à l'étranger. On va parler des grosses maisons d'édition, comment fonctionne un peu le marché éditorial anglais, parce qu'il y a des choses qui sont assez différentes de notre marché, donc c'est pas toujours très comparable à la France. Et même l'histoire en soi, elle est palpitante. Moi, j'étais vraiment, vraiment dedans. En anglais, parce que moi, je l'ai lu en anglais. C'est du vocabulaire littéraire, donc il faut l'avoir, mais je trouvais ça assez facile à lire, même si parfois il y avait quelques petits mots où j'ai quand même revérifié dans le dictionnaire. Il en reste que ça se lit plutôt, c'est du contemporain, ça se lit plutôt bien, mais il faut avoir vraiment le vocabulaire de l'édition, parce qu'on parle pas mal du livre, et il y a ce truc un peu thriller dans le texte qu'on sous-estime, et qui est vraiment bien réussi. Genre, le texte, il est maîtrisé de haut en bas, et vraiment la révélation finale, je l'ai trouvée hyper pertinente. Et ça m'a, ça m'a touché en plein cœur parce que ça m'a rappelé des choses. Voilà, donc pour le coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et la façon dont ça parle du milieu du livre, dans sa globalité, avec un certain amour, mais en dénonçant les failles et en parlant aussi de ce système qui pousse parfois les gens à faire des choses qui sont pas cool, quoi. Et vraiment, c'est un très très bon livre, même sur le racisme, hein, on en parle beaucoup. Mais il y a des scènes, tu vois, où... moi, j'en prends une, parce que ça se passe un peu au début du texte, où June va se rendre chez la mère donc, de l'autrice qui est décédée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent récupérer ces manuscrits, mais elle se doute bien que s'il y a des gens qui les récupèrent, ils vont bien faire le lien que son manuscrit, c'est pas elle qui l'a écrit, tu vois. Et elle va récupérer les affaires en manipulant la maman. Et s'il y a des scènes où c'est vraiment terrible, jusqu'où le personnage va s'enfoncer dans son mensonge. Mais franchement, à lire. Vraiment, c'était passionnant. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces ouvrages. Moi, je vous conseille vraiment Yellowface. C'est bon, même si c'est chez vous savez qui, même essayer de le lire en anglais, voilà, ou attendre une sortie poche. Mais je suis vraiment très très convaincue par ce texte, et je pense que vous serez éclairé beaucoup plus sur les enjeux éditoriaux, parce que c'est un milieu de l'édition qui est quand même très fermé. Et parfois, les gens n'ont pas les tenants et les aboutissants, et ça permet de créer des confusions, en fait, et parfois des critiques qui sont pas forcément acceptables vis-à-vis de la situation. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.